vous allez bien. On est mardi 9 juin. Je crois que c'est la première vidéo vlog lecture de juin, il me semble. Donc si c'est la première et que vous ne me connaissez pas, bah, bienvenue. Euh, Abonnez-vous, hein, parce que voilà quoi. Du coup, j'ai lu 2 livres. En fait, j'étais en train de lire. Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House. J'avais allumé mon ordinateur en me disant je travaillais en même temps que je lis, quand tout à coup je me suis rendu compte que demain j'allais à la bibliothèque prendre des livres que je ne les avais pas chroniqués, bien sûr. Donc bah, c'est parti mon kiki, hein. On va commencer par Un cache-cache de M.J. Arledge. Alors, je l'ai pas commencé au mois de mai? Non, je crois pas. Bref, je dois le rendre demain à la bibliothèque. Donc, je ne lis absolument pas la saga de Hélène Grace dans l'ordre. Parce que je prends bah, quand je trouve. En fait, c'est tout simple. Parce que je crois que Louis et Tu, c'est un livre qui arrive après celui-là. Non, là, ils font la pub pour un qui sortait le 13 février 2020. Ah non, c'était une sortie 10-18, donc le livre était plus vieux. Il y a une liste là-dedans? Non, ça, c'est les dernières parutions chez eux. Il serait temps que je me préoccupe du truc. Bon, bah non. Bref. Donc là, on va suivre Hélène Grace qui se retrouve emprisonnée pour meurtre. Pour 3 meurtres même, plus exactement. Donc on va suivre bah, ses aventures en prison, sachant qu'il va y avoir un meurtre dans cette prison où elle se trouve, suivi d'un deuxième, peut-être même un troisième. J'ai déjà un peu oublié. Alors je ne sais pas pourquoi, je situe ça aux États-Unis. Je ne sais pas. Alors qu'on parle bien de ça au Southampton, je sais que c'est en Angleterre, mais je ne sais pas pourquoi je voulais qu'elle soit aux États-Unis. Donc, effectivement, nous sommes en Angleterre. Il y a même des passages à Londres, donc rien de compliqué, mais je sais pas pourquoi. Du coup, elle se retrouve dans la prison de Holloway, qui est une prison, comment dire, pas très bien, je trouve pas le terme, pas reconnue, c'est pas le terme, réputée. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce que les prisons sont réellement bien réputées ou pas? Prison pour femmes, où elle se retrouve bah, avec toutes sortes de prisonnières. On voit que c'est pas facile pour elle, bah forcément quand tu es policière et que tu te retrouves en prison avec des personnes que tu as potentiellement envoyées en prison via tes enquêtes, c'est compliqué. Donc on a toute cette partie-là, on a la partie aussi du coup avec les meurtres, et on a la partie avec Charlie qui est son amie et enquêtrice, qui essaye de prouver que ce n'est pas elle qui a tué 3 personnes. Voilà, ça se lit très très bien, c'est assez rythmé je trouve. Ça se passe assez rapidement. J'ai l'impression qu'on fait 3 jours en prison. C'est pour dire que c'est voilà, assez addictif. Les chapitres sont assez courts. Voilà, il y a un chapitre qui fait 2 pages, hein. Donc c'est aussi ça qui fait que ça se lit assez rapidement. Je lirai d'autres volontiers. Même si effectivement, comme je ne lis pas dans l'ordre, c'est pas gênant pour la lecture, mais c'est... attends, là, elle est en prison. C'est vrai que celui d'avant, je crois qu'elle était sortie de prison. Donc voilà. Mais après, ça n'a aucune incidence, je trouve, sur la lecture. Je me suis inscrite au prix des lecteurs dans la bibliothèque de ma ville parce que c'est spécial Japon et Corée du Sud et que pour l'instant, les livres japonais que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. Bon, je dis ça, je commence par un livre coréen. Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yang Kwang. J'espère que je prononce bien. Alors, on suit Serine, je sais pas comment il faut dire. C'est une jeune lycéenne qui est plutôt mal dans sa peau, qui n'a pas vraiment d'amis, qui est pauvre, du coup qui a envie de changer ça. Et il y a des rumeurs par rapport à un magasin où si on écrit une lettre expliquant ses malheurs, on peut recevoir un carton d'invitation pour aller dans ce magasin et ressortir avec le bonheur qui nous correspond. Donc Cérine va écrire une lettre, ça va lui prendre une nuit pour écrire sa lettre. Et quelques semaines plus tard, effectivement, elle reçoit son carton d'invitation. Et c'est rigolo parce que dans le livre, il y en a un. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui avait oublié son marque-page. Et en fait, pas du tout. Donc je l'ai remis gentiment dedans. Parce que c'est bien marqué pour le magasin La Mousson. Carton d'or.
parce que du coup, le magasin où elle va se rendre s'appelle La Mousson et ça ouvre que à la période de la mousson. Du Du coup, quand on a son carton d'invitation, on y va et on va être avec des gobelins. Les gobelins ne sont vus que par les personnes qui ont un carton d'invitation. Donc Cyrine rentre dans ce magasin, elle fait la rencontre avec d'autres personnes et comment dire ça? Moi je trouve que c'est un livre un peu dans le fantastique. Alors je suis pas douée pour tout ce qui est différence entre fantasy, fantastique, SFF, tout ça. À partir du moment où c'est pas réel, c'est du fantastique pour moi. Voilà. Et en fait, quand on voilà, elle y va. Donc on leur explique ce qui va se passer parce qu'elle elle se retrouve avec d'autres personnes. Comme elle a un carton d'or, elle a le droit à des privilèges et notamment pouvoir voir les perles de bonheur. Non, je pense pas qu'on puisse dire ça parce qu'elle voit pas forcément des bonheurs dans ces perles, euh, des perles d'un potentiel avenir par rapport à ce qu'elle demande. Pour ça, on lui prête un chat qui lui permet de voir dans ses perles. Donc il faut qu'elle donne la perle au chat. Et elle a la vision de ce qui correspond. Par exemple, j'aimerais être libre. Voilà, elle va se retrouver dans un espace un peu plus libre. Et au fur et à mesure, en fait, elle va aller chercher plusieurs perles dans des endroits différents, rencontrer des gobelins différents. Et en fait, il y a toute une histoire par rapport à la rencontre de ces gobelins. Le fait qu'elle discute avec eux, qu'elle est gentille avec eux, qu'elle est polie, etc. Et qu'elle montre de l'empathie pour tous ces gobelins. Il va y avoir quand même un rapport affectif avec ces personnes au fur et à mesure. Et donc dans ces perles, par exemple, quand elle demande oui effectivement j'aimerais être plus libre ou j'aimerais avoir plus d'argent, elle voit des situations qui font qu'elle se dit bah, en fait c'est pas ça que je demande, c'est pas ça qui m'attend, c'est pas ça qui va me transcender. Donc en fait on a vraiment ce cheminement, pour moi c'est un roman initiatique aussi, de se dire que c'est pas parce qu'on aura plus d'argent qu'on sera plus heureux, ou c'est pas parce qu'on sera libre qu'on sera forcément plus heureux, des choses comme ça. Et là la liberté c'était pouvoir se déplacer librement partout dans le monde, voyager, des choses comme ça. Et elle va, voilà. Donc, oui, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en un week-end, sachant qu'il y a 283 pages. J'ai beaucoup aimé, donc je peux dire que j'aime bien aussi les romans coureurs pour l'instant. Voilà, je trouve que c'est pas mal déjà de livres alors qu'on est le 9. J'ai remis en pause Pachinko, j'ai vraiment du mal. J'ai, comment dire, j'ai aucun affect pour les personnages. Alors autant je le lis parce qu'il y a le rapport justement historique qui est intéressant, le Japon, la Chine, la Corée, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas particulièrement en cours, hein. On voit évidemment Hiroshima, Nagasaki, par exemple dans le livre j'en suis quand après les bombardements, mais on voit pas plus que ça. C'est vrai que si on s'intéresse pas, ben, on connaît pas plus que ça tout ce qui est Chine, Corée, Japon. Mais voilà, j'ai aucun affect avec les personnages, c'est incroyable. Du coup, je le remets en pause. En fait, je le lis toujours en parallèle d'autres choses. Euh, j'ai pas lu autre chose. J'ai lu un livre, je suis pas sûre d'en avoir chroniqué, un livre de ma fille. C'est pas grave. Du coup, comme le Cinderella, il faut que je le rende à la bibliothèque. Du coup, pas demain, hein, mais il faut que je le rende parce que c'est un mois de prêt et je pense qu'on doit bien être à 3 semaines, voire un mois. Donc, il serait temps. Il sera lu rapidement parce que le Cinderella, je l'ai lu en quelques jours en général, malgré que ce soit encore un pavé qui fait. Attends, parce qu'ils mettent toujours un chapitre sur les 7 sœurs à la fin. Finalement, ça va. J'aime bien les 7 sœurs, mais quand même, je l'ai lu. Hein. Je les ai lus. Donc, 449 pages. Enfin, 48, parce qu'on va pas compter les pages de remerciements. C'est pas le plus gros, mais en général, ça se lit quand même assez vite. On a envie de connaître les histoires. Les chapitres font en général une dizaine de pages, donc je pense que ça devrait le faire. Je dis ça, ça va être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Oui, il faut que je parte dans 10 minutes, donc je vais pas lire des masses. Et du coup, c'est une histoire policière, pour changer. Je sais pas s'il y a un petit truc avec avec l'histoire ou pas. On va voir. Là, j'en suis vraiment au tout début, hein, j'en suis à la page 28 où il y a eu un meurtre. Quoi, il y a eu un mort.
on suspecte que ce soit un meurtre. À entendre les premières pages, on le sait, la façon dont on s'est orienté. Donc, voilà, 28e page, on sait que les inspecteurs vont arriver pour enquêter sur le décès du jeune homme. Ça se passe dans un lycée. Un lycée quoi, c'est l'internat surtout. Voilà. Voilà, ils disent avec un sens du suspense impeccable, Lucinda Riley nous embarque dans un thriller captivant au rythme effréné aux côtés d'une héroïne mémorable. Et son fils Harry Whittaker dit au début que il n'a pas changé grand-chose et que c'est le seul thriller qu'elle a écrit. Voilà, donc à suivre. Hey, coucou, alors on est dimanche 14 juin, j'étais en train de faire le montage du vlog lecture de mai, il serait temps, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres dont je n'avais pas parlé. Voilà, donc on reprend. Donc en mai, j'ai lu La promesse cachée de Lucinda Riley. Il me semblait pourtant l'avoir chroniqué, mais bref, c'est pas grave. Ou alors je l'ai chroniqué sur avril, je ne sais plus. J'étais en train de chercher du coup l'histoire. J'ai pas oublié, mais j'ai oublié le nom de certains personnages. C'est embêtant. Mais en bref, alors comme souvent avec Lucinda Riley, on est passé sur, quand on est sur une histoire passé présent, on va dire ça. Alors là, tout se passe. Attends. Oh, j'ai trop de mémoire. J'essaie de ne pas me tromper parce que je viens juste de finir à Lucinda Riley, donc qui était plutôt un policier d'ailleurs. Ah zut. On suit David et on suit d'autres personnages. En fait, David, sa mère était chrétienne. Elle s'est mariée avec un juif polonais, si je ne me trompe pas, qui était peintre. Et donc elle décide d'aller vivre avec lui, d'abord à Paris, si je me souviens bien, et ensuite en Pologne. Va arriver la guerre. Donc on a tout ce qui est ghetto de Varsovie, etc. Et David a fait la promesse à sa mère de protéger sa petite sœur. J'essaie de trouver jusqu'où je peux aller pour pas dévoiler. Donc il a fait la promesse de toujours garder un œil sur elle, de la protéger, etc. Ses parents vont être déportés. Et ensuite, lui et sa petite sœur aussi. L'avantage qu'il a, c'est que lui est un musicien hors pair et que sa petite sœur est très douée en peinture et en dessin. C'est ce qui va les sauver justement dans le camp. Et on est ensuite au présent où on suit. Voilà, attends. J'essaie de remettre les choses dans le contexte vu que je l'ai lu il y a plus d'un mois. C'était mon premier livre de mai. J'en ai lu plusieurs entre temps. Et dans le présent, on suit quoi? Je ne sais plus. Mais on retrouve David, son fils, qui est un peu abandonné par son père, et on suit la tante. Voilà, donc on a ce contexte un petit peu du jeune qui est un petit peu esseulé, de ce qu'il va vivre, de ce qu'il va découvrir par rapport à sa tante, son père, sa mère aussi. Voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Après, c'est pas la lecture que j'ai retenue le plus, la preuve, hein. Je l'ai lu il y a un mois et j'ai du mal à remettre les morceaux ensemble. Mais j'ai peur de me tromper sur d'autres livres que j'ai lus en fait. Donc je pense que je vais m'arrêter là sur celui-là. Donc ensuite, c'était L'Art de la Victoire que vous avez avant, pour le coup. Et j'ai lu 50 nuances de Grey. Le 1, j'ai lu les 3 en fait. Je ne sais pas où il est. J'ai sorti le 2 et le 3 pour les mettre en vente. Et je ne retrouve pas le 1, mais bon, bref. J'ai vu les films avant de lire les livres. Du coup, mon imagination était assez pauvre parce que j'avais des images du livre. Et quand je lisais les livres, j'étais là, mais attends, en fait, il va se passer ça, mais ça se passe à quel moment dans le livre? C'était un peu, ouais, c'est le truc un petit peu traître, j'ai envie de dire, quand t'as vu les films avant de lire les livres. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de sexe. C'est pas dérangeant plus que ça. Ce qui est, ce qui me posait question, c'est plus qu'est-ce qu'on en fait? Quelqu'un qui le lirait sans avoir aucune expérience, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que la personne trouverait ça normal? Mais en même temps, la question de la normalité des rapports qu'ils ont, elle est omniprésente tout le temps, même dans le troisième, hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super important, la notion de consentement.
Christian, malgré ses pratiques sexuelles particulières, demande toujours le consentement. Il dit: «Si ça ne va pas, tu me le dis, on arrête». Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que, c'est la notion du consentement, on a beau être en 2026, elle est encore assez floue pour certains. Donc là-dessus, c'était très intéressant. Après, c'est une histoire de contrat, de soumise, et cetera, voilà. Et ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est que, on parle de pédocriminalité et mine de rien, c'est pas le sujet principal, on est d'accord, mais j'ai trouvé ça super important que ce soit abordé, la notion de Christian qui a découvert sa sexualité, qui est particulière, hein, puisque pour ceux qui n'auraient ni vu les films, ni lu les livres, euh, il a un rapport de dominant. Les femmes avec qui il va avoir des relations sont des soumises. Il n'y a pas de rapport affectif amoureux. Et il les aime bien. Il les choisit physiquement par rapport à certains critères dont je ne parlerai pas là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bref. Et en fait, ces pratiques-là qui continuent, il doit avoir 26 ans, je crois, dans le livre, euh, il les a découvertes avec une femme plus âgée, une femme qui était l'amie de sa mère. Voilà. Et c'est quand même assez particulier, cette relation qu'il y a entre eux, qu'il la considère à présent, à quoi, 26 ans, c'est juste une amie, non plus une relation ensemble. Mais voilà, son caractère aussi était forgé par cette femme-là qui était dominante, qui l'a instruit par rapport à toutes ses pratiques. Et ça, c'est quand même, dans les trois, on en parle. C'est un sujet qui touche beaucoup Anastasia, du coup. Oui, parce que j'ai pas dit, j'ai même pas raconté l'histoire, je parlais de ce sujet. Et voilà, ça la touche beaucoup, ça l'inquiète. Et elle le dit, c'est une pédocriminelle, c'est une criminelle. Elle le dit à plusieurs reprises. Et je trouve ça important en fait que ce soit dit. Donc la notion de consentement revient beaucoup. Euh, on y parle aussi d'adoption, on y parle de drogue, on parle de l'enfance, du traitement de l'enfance, de la maltraitance de l'enfant. Donc en fait, c'est pas si léger que ça comme livre quand on passe au-dessus de la sexualité. Mais même ça, c'est pas le sujet principal, ça te permet d'aborder d'autres thèmes. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Après, est-ce qu'il y avait de quoi faire 3 livres? Parce qu'il y a des... Je sais pas. En fait, il y en a 4 parce qu'il y a aussi la version de Christian que j'avais lu avant. Parce que comme j'avais vu les films, je me suis dit, je vais rester là. Pour faire court par rapport à l'histoire, on va suivre Anastasia Steele, étudiante en littérature, qui... Je disais donc qu'on va suivre donc Anastasia Steele, qui est étudiante en littérature, qui va aller interviewer Christian Grey, millionnaire, entrepreneur millionnaire, à la place de sa copine qui est malade, qui est étudiante en journalisme. Toute l'histoire commence de là. Après, histoire d'amour, tout ça. Je vais pas en raconter plus, parce que je pense que c'est suffisamment connu, 50 nuances de Grey. Donc Jonas, j'en ai déjà parlé. Ensuite, j'ai lu le deuxième, 50 nuances plus sombres. J'ai lu un livre de ma fille, c'était The Bucket List Heart Prayers 1 de Alice Desmerveilles. Alors c'est court d'avance, une jeune fille qui déteste le meilleur ami de son frère, qui jouent tous les deux dans l'équipe de foot américain. Attirance sexuelle, physique, etc. Ils vont finir ensemble. Voilà. C'est pas compliqué, on le sait dès le début. Hein. Après, il va y avoir l'histoire, comment si, il y a tous des préjugés par rapport au physique, la fille qui est super mignonne, qui serait donc un petit peu superficielle, etc. Et le quarterback un petit peu idiot. Voilà. Donc et ça tourne autour de ça, de leur attirance, de leur vie. Voilà. J'ai bien aimé, ça se lit vite. Il y a une suite, je ne sais pas si je lirai. En fait, les suites, c'est par rapport à d'autres personnages. Voilà. Ensuite, j'ai lu Akash-Cash de M.J. Arledge. Alors du coup, ça, c'est lu complètement dans le désordre. Ah non, ça c'est en juin, donc je n'en parlerai pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres pour moi. Voilà. Du coup, vous aurez cette vidéo assez tard, aujourd'hui, dimanche 14 juin. Désolée. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu, si vous avez des références à me passer aussi. Bonne lecture. Hey, coucou, on est mercredi 24 juin. Il fait très, très, très chaud. Je sais pas par chez vous, mais ici, je crois que cet après-midi, on annonce 42, 41, entre 41 et 43.
En même temps, je crois que c'est lundi ou mardi, c'était annoncé 40 et en plein soleil, il y avait 45. Donc voilà. Et là, dans la maison, il y a 32, donc je suis un petit peu déjà dégoulinante. Alors, je suis quelqu'un qui transpire pas normalement. Bref, j'ai fini les 2 livres. Il y en a un que j'ai déjà vendu à la bibliothèque. La passeuse de mots en version roman graphique. Je ne me rappelle plus le nom de l'héroïne. En fait, elle apprend qu'elle est passeuse de mots, donc elle doit partir à la découverte de mots, les récupérer, et pour ça, elle va être accompagnée d'autres protagonistes. C'est à peu près tout ce que je peux dire, parce que j'ai pas adhéré plus que ça. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit en roman graphique ou pas, mais du coup, je trouve que c'est beaucoup plus survolé. On rentre très très vite dans l'histoire hein, pour le coup, mais je sais pas trop quoi en raconter, sachant qu'il y a plusieurs tomes derrière, donc je sais pas. Je sais pas, s'il y a un tome 2, peut-être que je le prendrai, si c'était à la bibliothèque. Après, je suis pas sûre de l'acheter en roman. Si je le trouve d'occasion ou pas, j'en sais rien. Neuf, c'est clair que je l'achèterai pas, parce que ça m'a pas inspiré plus que ça. Pourtant, j'avais entendu un bon retour, il me semble, de Steph de Picty, mais je jurerai pas. Sinon, j'ai lu Momalo, la Braise Brigade, la reine des Malouinières. Bon, alors peut-être que c'est un tort de prendre au tome 6. Voilà. Il y a 3 pages au début pour donner les principaux personnages récurrents, c'est ça. Bon, on n'a pas de mal à trouver. Quoi, j'ai eu un petit peu de mal plus par rapport à certains personnages féminins, parce que c'est très 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 féminin. Comprendre qui est Enora par exemple, qui est Emma, Fanny. Alors, autant la grand-mère c'était bon. Louise aussi à un moment j'étais. Alors attends, on suit qui là? Pour les hommes ça a été plus simple je trouve. Sachant que là il y en a qui n'étaient pas vraiment dedans, il me semble. Et après là, les autres personnages par rapport au tome en lui-même. L'histoire en fait c'est que les propriétaires du manoir des Corrigans, c'est ça, c'est un gîte et c'est un petit peu compliqué financièrement. Ce ne sont pas les autres qui ont les mêmes. C'est chaud. Ah, c'est bien ça. Il y a d'autres gîtes qui sont un petit peu dans le rouge et qui ont reçu des paniers garnis. Oui, des paniers garnis d'un grand groupe MLH, si je ne me trompe pas, de Melran, je ne sais plus trop quoi. Quelqu'un qui est multimillionnaire, voire milliardaire, et qui souhaite racheter des malouinières. Soi-disant, on n'a pas vraiment le fin mot de ça, soi-disant c'est pour les restaurer et que ça reste des malouinières, je sais pas trop comment dire, que ça reste des malouinières, que ça ne devienne pas des logements sociaux, je sais pas trop quoi, sachant que lui-même a racheté la malouinière quand il était jeune et qu'il en a fait des logements sociaux, si j'ai bien compris. La Braise Brigade, en fait, c'est Maggie, la doyenne, je cherchais, qui est anglaise, irlandaise, je sais pas, je m'en rappelle plus déjà. Sa fille et sa petite fille, si je me trompe pas, qui s'occupent du gîte. J'ai perdu le fil. Mais voilà, qui font partie de la Braise Brigade. En fait, c'est des enquêtrices, on va dire, quand il se passe quelque chose. Et il y a Guy, non, Christophe, oh, voilà, j'ai déjà oublié. Qui est un ancien commissaire qui a été viré, je crois, parce que justement, il est plus ou moins dans la Braise Brigade. Bon, on va suivre du coup tout ce petit monde-là qui va chercher qui a tué 2 propriétaires de gîtes de Malouinière qui justement étaient aussi un petit peu en faillite et qui faisaient des travaux pour avoir le label monument historique, un truc comme ça, qui peut leur permettre de ne soit pas revendu n'importe comment, etc. Bon, moi j'avais déjà lu Malo, pas du tout par rapport à la Brest Brigade, mais par rapport à Kanak, ou Ranak, je sais plus comment il faut dire. Où là c'était vraiment un super thriller. Là, voilà. C'est gentil, je pense que c'est une lecture d'été. Voilà, c'est très bien au bord de la piscine ou à la plage. Si j'ai l'occasion de tomber sur une autre, je suis même pas sûre que je reprendrai. C'était sympa à lire, ça se lit vite par contre. Hein. Il n'y a pas vraiment trop d'intrigue. Enfin, voilà. Je vais arrêter là. J'ai trop chaud et il faut que j'aille à la bibliothèque les rendre et me dire que je vais sortir en plein cagnard. Voilà. Et coucou. Alors, nous voilà pour le dernier jour du mois de juin. Nous sommes donc le mardi 30 juin. Les derniers livres lus.
je ne sais plus où je me suis arrêtée, pour le coup. J'espère que je suis à jour dans les chroniques. Vous êtes posé sur ma table de massage. Voilà. Ceci étant dit, ma dernière lecture est Lettre d'amour de Kamakura de Ogawa Ito. Pour une fois, c'est simple à dire pour moi. Livre lu dans le cadre du prix des lecteurs de ma bibliothèque. Donc, deuxième lecture. Ils ont prévu 7 livres de mai à novembre, si je ne me trompe pas. Donc, il va falloir que je cherche le petit papier de participation où on doit noter en fait nos préférences. J'ai eu un petit peu de mal à entrer dans l'histoire. Je me suis pas spécialement attachée au personnage en fait. Mais beaucoup plus que dans Pachinko, que je n'ai toujours pas fini, n'est-ce pas? Alors, pour le coup, on va suivre Atoko, qui travaille dans une... Quoi, qui travaille dans une papeterie. C'est sa papeterie, elle est propriétaire d'une papeterie à Kamakura, qui est une ville. Donc, elle a ses clients de sa librairie, mais elle a aussi ses clients d'écrivains publics. Écrivaine publique. Là, on parle d'écrivain public. Je pense qu'on peut dire écrivaine publique. Voilà. En fait, elle relance son entreprise d'écrivaine publique qu'elle avait laissée de côté pendant ses maternités. Pendant ses maternités. C'est dur, important. On n'est plus trop dans la canicule, même si j'ai fermé les volets. Dans ma pièce, il en est quand même à 26 ou 27 degrés. Hein. À peu près autant que dehors. Et qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. Bon, bref. J'ai oublié de dire que c'était japonais, pour le coup. Parce que celui d'avant, par rapport au prix des lecteurs, c'était coréen. Donc c'est Japon et Corée du Sud. Donc ça tombe très bien parce que j'aime pas mal les livres japonais. J'ai bien aimé, hein. Franchement, j'ai bien aimé cette lecture-là. Après, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que c'est très, très introspectif, en fait. On va vraiment suivre Atoko. Après, une fois que j'étais dedans, c'est bon. Je l'ai lu assez rapidement. Donc, on suit Atoko en tant que propriétaire de sa papeterie. On parle pas trop de sa papeterie. On va surtout parler de sa vie, alors d'écrivaine publique, mais sa vie de maman, de belle-mère aussi, parce qu'elle est belle-mère d'une adolescente qui s'appelle Cupé. J'ai pas compris les deux lettres, Cupé. Voilà, c'est peut-être moi qui ai raté un épisode dans l'histoire. Hein. Et de ses propres enfants, Rentaro et Koumé. Alors je suis pas sûre de la prononciation parce qu'il n'y a pas forcément d'accent, mais je trouvais que Koumé c'était mieux que Koum. En fait, j'en sais rien. Et Rentaro, je sais pas. Là pour le coup, je ne sais pas. Et donc, ça l'avait mis en suspens sa carrière d'écrivain public pour s'occuper de ses enfants et de sa belle-fille qu'elle a connue quand elle avait 5 ans. La maman est décédée, elle a été assassinée. Voilà, j'ai essayé de trouver un truc, mais voilà, sa maman est décédée brutalement. Et du coup, il y a cette place qu'elle doit se faire en tant que belle-mère, et sa place de maman par rapport à son mari, par rapport à sa belle-fille, par rapport à la société, par rapport à son entreprise. Donc ça, c'était pas mal intéressant. Donc aussi le fait d'avoir une belle-fille dont la maman est décédée brutalement. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait par rapport à son mari aussi, sa place à elle, de devenir femme tout court, à épouse, à mère, belle-mère. On va découvrir aussi l'histoire d'amour de sa grand-mère. Alors j'ai eu un peu mal à comprendre parce qu'elle l'appelle l'aînée. Moi j'étais l'aînée. Qui est l'aînée? C'est sa grande fille. J'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre que c'était sa grand-mère. Et du coup, on va suivre les personnes qui viennent par rapport à son métier d'écrivain public. Des histoires plus ou moins bouleversantes, plus ou moins développées, je trouve. Parce que, encore une fois, c'est vraiment par rapport à son introspection, qu'est-ce qu'elle en fait de ses rencontres, notamment quand elle rencontre Akane, pareil, je sais pas comment il faut prononcer, qui est une femme qui va bientôt mourir d'un cancer et qui veut écrire une lettre pour ses enfants, pour sa famille. Elle va rencontrer un yakuza, elle va rencontrer un jeune homme qui va du coup lui apporter justement les lettres de sa grand-mère à elle. Donc elle va chercher les lettres que son amant lui aurait écrites. Du coup, il y a cette histoire-là qui se mêle à sa nouvelle amitié avec ce jeune homme qui s'appelle Thomas, le fait qu'il soit lui homosexuel et qui va lui demander aussi de faire une lettre
par rapport à ça. Voilà, je trouve ça intéressant. C'est pas la lecture qui va me souvenir, quoi, qui va me laisser un souvenir impérissable, mais j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, effectivement, je n'ai lu que 2 livres et je ne sais pas. À la base, je l'aurais mis en deuxième position, 1 sur 2. Ça a peut-être évolué. Et en même temps, là, tout de suite, je me dis, peut-être ex aequo, en fait. Ça va être compliqué. Ouais, donc pour l'instant, je ne sais pas où le mettre dans ce classement. Voilà. Et là, je viens juste de commencer celui-ci. Alors, quand j'ai plein de livres à lire, je lis des livres de la bibliothèque. Pourquoi Céline? Donc, le dernier, Marine Pareil, nous qui avons connu Solange. Pour l'instant, je ne sais pas. Après, j'en suis à la page 28. Mais pour l'instant, je ne sais pas. À voir. A priori, on suit Célestine. Ah, il y a une Manon. Donc, on va voir. D'après ce que j'ai compris, on va vraiment suivre toute une chronologie avec 4 générations. J'étais en train de chercher, c'est ça, hein? Oui, 4 générations de femmes puissantes. Voilà, donc j'en suis au moment où la narratrice est encore jeune enfant. Donc voilà, au bout de 28 pages, je ne peux pas dire ce que j'en pense. Voilà pour ce mois de juin. J'espère que je n'ai rien oublié parce que ça m'arrive des fois d'oublier de chroniquer. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous avez des recommandations à me faire, notamment pour la littérature japonaise et pourquoi pas coréenne aussi, Corée du Sud. Je ne sais pas s'il va y avoir en termes de littérature une grosse différence entre Corée du Sud et Corée du Nord. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ça. Si vous avez lu ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, je vous souhaite de bonnes lectures.